L'animateur Christophe Beaugrand et son mari ont été victimes cette nuit d'une violente tentative de homejacking à Sèvres alors qu'ils dormaient au premier étage de leur maison. On va en parler avec Pauline Revenat, chef du service police-justice. Bonjour Pauline. Bonjour. On est aussi avec Christian Proutot, ancien préfet et colonel de gendarmerie, Bonjour. fondateur du GIGN. Bonjour à vous. Pauline, on va revenir sur les faits. 2 hommes donc qui se sont introduits dans le domicile familial de l'animateur en sa présence. Oui, hier soir à Sèvres, à son domicile, le domicile de Christophe Beaugrand, son mari et leur enfant. L'agression, donc, semble-t-il, a été très violente puisque le compagnon de Christophe Beaugrand a reçu des coups. Il a été blessé par des clubs de golf. En fait, 2 individus qui se sont introduits dans ce domicile et qui ensuite l'ont agressé. Le mari de Christophe Beaugrand a fait une chute de plusieurs mètres, mais ses jours ne sont pas en danger. Les 2 individus sont en fuite et le parquet de Nanterre a ouvert une enquête pour vol aggravé et violence aggravée. C'est assez classique dans ces cas-là. Ce qu'il faut rappeler, c'est que des tentatives ou des réussites, si je puis dire, de homejacking, on en a eu beaucoup ces derniers temps. On en a beaucoup parlé, nous, sur notre antenne. Je vous rappelle, par exemple, l'animateur de radio Bruno Guillon, qui, lui, avait été séquestré à domicile avec sa femme et son enfant. Il y avait eu la chanteuse Vita aussi, qui avait été homejackée chez elle à Rueil-Malmaison. Et puis, souvenez-vous, ces joueurs du PSG. Il y avait aussi des violents cambriolages. Alors, c'est pas exactement des homejacking, mais des violents quand ils jouaient à l'extérieur. Eh bien, probablement que les malfaiteurs se renseignaient sur les feuilles de match. Et pendant qu'ils n'étaient pas là, ils en profitaient pour aller cambrioler. C'est violent. C'est assez traumatisant et c'est assez difficile de confondre les personnes. Là, ils sont en fuite. Il y a un phénomène de bande. La préfecture de police de Paris travaille beaucoup sur ces profils, plutôt des profils assez jeunes qui peuvent être jobbers, c'est-à-dire embauchés juste pour faire des coups comme ça à répétition. Et il y a des équipes qui se montent. Et il y a eu plusieurs interpellations sur les cas précédents dont je parlais. Rien ne dit que ce soit les mêmes, mais en tous les cas, effectivement, ils sont activement recherchés. Et on va revenir sur ce phénomène très particulier du homejacking qui diffère du cambriolage puisqu'il se fait de façon violente et en présence des victimes. On va revenir quand même sur ce qui s'est passé. Donc 2 hommes qui s'introduisent dans le domicile de l'animateur Christophe Beaugrand. Son mari, Ghislain Beaugrand-Gérin, est alerté par du bruit. En bas, il descend, il se retrouve face à 2 cambrioleurs munis de clubs de golf. Christophe Beaugrand, lui, se précipite dans la chambre de son fils. Pour le mettre à l'abri. Pour le mettre à l'abri. Et évidemment, on imagine la panique. Son compagnon le rejoint, ils parviennent à appeler les secours, ils se réfugient sur le balcon. Là, les 2 individus rattrapent le mari de Christophe Beaugrand, lui assène des coups à la tête. Christophe Beaugrand, dans la panique, visiblement, donc tombe du balcon. Visiblement, c'est son compagnon qui mari. tombe du balcon, donc d'une chute de 3 mètres. Vous disiez, on a des nouvelles de leur état de santé, rien à signaler pour l'instant. Il n'y a pas de pronostic vital engagé du tout, c'est plutôt des blessures, un poignet cassé, je crois, des points de suture. Enfin, c'est plutôt le choc, à mon avis, c'est plutôt le traumatisme. Et pensons aussi à cet enfant, qui ça n'a pas dû être simple d'être réveillé en pleine nuit et de se faire mettre à l'abri un peu dans la précipitation. Je pense que le choc traumatique est important pour ces séquestrations et ces faits de violence. Oui, tout à fait. Je pense que c'est très douloureux. Déjà, un vol en lui-même, c'est une agression souvent difficile à vivre. Après coup, pourtant, des fois. Mais le homejacking, c'est vraiment le pire. Il faut, après, bien évidemment, se méfier d'un certain nombre de choses. On a tendance à s'afficher maintenant quand on est un peu connu. Et il y a des précautions à prendre, je crois. C'était pas forcément le cas d'ailleurs de Christophe Beaugrand, mais il avait déjà été victime de plusieurs cambriolages, avait-il dit. Je ne dis pas que lui s'afficherait, c'est parce que je voulais dire, d'une manière générale, les gens qui sont susceptibles de représenter des cibles sont des gens qui sont connus. Et s'ils sont connus, ils peuvent être suivis. Et il faut se prévenir de ça en ayant des réflexes qui semblent simples. C'est quoi, par exemple, les réflexes à avoir? Vous venez avec votre voiture, vous arrivez chez vous, le rétroviseur, c'est quelque chose de très important. On voit qu'il y a une moto qui ne devrait pas être là. Le voisinage aussi, on l'a vu, par exemple, puisqu'on va parler peut-être de l'affaire des crypto-monnaies. Les repérages... On y viendra plus tard. Oui, non, mais ce que je voulais dire, c'est la même chose. Oui.
au niveau pour ce type d'individus malsains qui cherchent à faire de l'argent sur tout et tout le monde. Ils s'en prennent, ils font des repérages. Ils ne viennent pas par hasard. Et ces repérages, on peut les détecter, soit le voisinage les détecte, c'était le cas, pour ça que je prenais cet exemple, de gens qui, on l'a vu dans une autre affaire, où ce sont les voisins qui ont signalé à la police qu'il y avait quelque chose qui était anormal. Il y avait une baie vitrée ouverte, voilà. Il y avait un passage par l'arrière, je me souviens. Et cette vigilance, elle est indispensable. Je sais très bien qu'on préfère vivre dans un monde parfait où il ne se passe rien. Mais vous dites, quand on est une personnalité type Christophe Beaugrand, il faut être un peu à l'affût en permanence. Et voilà, malheureusement, il faut être vigilant, surtout fermer les portes, parce que le soir, s'enfermer, c'est un réflexe, parce que même ils ont décidé d'entrer, ils sont obligés de casser, et pour pénétrer chez vous alors que vous êtes enfermé, si vous avez un peu de temps pour appeler la police, il y a une possibilité de réactivité plus grande pour les services de police ou de gendarmerie, donc c'est important. Et vous incitez-vous, en tout cas, à la discrétion des stars, qui, c'est vrai, ont pour certaines tendance à afficher un peu leur vie sur les réseaux. Vous vous dites, attention, c'est aussi une prise de risque. Oui, alors il y a des choses. Jurisprudence Kim Kardashian. Kim Kardashian, dont on a beaucoup parlé sur la bague à 3,5 millions d'euros. Voilà. Mais quand même. Ce que vous évoquez est malgré tout un peu imparable. Vous êtes joueur professionnel, il y a un calendrier, donc on sait si vous êtes là ou si vous n'êtes pas là. Mais d'une manière générale, il faut se protéger pour vivre heureux, vivons cachés. Malheureusement, on sait que les réseaux sociaux, que cet outil fait partie de la communication des gens célèbres, qu'ils en ont besoin. Ça fait partie d'un système dont on peut plus se passer. Mais évitez, par exemple, d'annoncer vos départs en vacances, des choses comme celle-là. Pour le homejacking, la vigilance, c'est au quotidien, tous les jours, avoir le petit coup d'œil où on remarque quelque chose qui n'est pas normal. Le homejacking doit nécessiter plus de repérage en amont de l'équipe qui monte sur une telle opération. Le cambriolage, c'est un peu plus hasardeux. Parce qu'il faut être bien sûr que les personnes que vous visez sont à l'intérieur, puisque ça s'appelle un homejacking, donc il faut qu'ils soient là, en présence de ces là, pour pouvoir les terroriser et pour pouvoir les contraindre à, par exemple, donner son code de carte bleue. C'est ça, c'est le but, parce que c'est ce qui fait la différence avec le cambriolage simple, c'est-à-dire qu'on veut qu'ils soient présents pour les terroriser, pouvoir les menacer, leur demander des accès à des codes, à des coffres-forts. Il y a peut-être des coffres-forts, à des codes secrets, à des codes de carte bleue. Et du coup, c'est plus risqué, ça demande plus d'organisation, c'est plus sophistiqué. Et c'est totalement traumatisant. Juste une incise, rappelez-vous pour Bernard Tapie, d'abord ça avait été très long. Très violent. Très violent. Oui. Parce qu'ils voulaient obtenir les codes et savoir s'il y avait un code. Ce qu'il avait refusé de faire d'ailleurs. Ce qui est intéressant et terrible pour Christophe Beaugrand et sa famille là, ce matin, c'est que généralement, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que les cas précédents, il y a cette volonté de terroriser, donc on se retrouve avec une arme sur la tempe, une femme ligotée. Mais là, ils n'ont pas eu le temps. Mais là, c'est quand même la violence. Non, mais là, ils n'ont pas eu le temps, en fait, parce que s'ils ont été surpris par le mari de Christophe Beaugrand, Ghislain Beaugrand, peut-être qu'ils auraient voulu homejacker et terroriser, mais en fait, ils n'ont pas eu le temps. Ils ont été surpris, donc ensuite dans la panique, on fait des choses. Peut-être qu'ils n'avaient pas forcément. Ils avaient des clubs de golf, mais ils n'avaient pas forcément prévu de blesser cette personne. Peut-être que ça servait d'objet menaçant. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas dans leur tête. Mais après, c'est une tentative, et c'est surtout qu'ils ont les malfaiteurs qui sont mis en déroute. C'est difficile d'augurer de leur réaction. Voilà ce que je veux dire. D'une manière générale, quand les agressions sont comme ça, elles sont forcément violentes parce que celui qui a été surpris essaye soit d'aller jusqu'au bout, soit de faire en sorte que ce pourquoi il était venu, il puisse l'exécuter. Et malheureusement... D'ailleurs, on ne sait pas s'ils ont dérobé quoi que ce soit. Ce qu'on sait surtout, c'est qu'ils ont pris la fuite et qu'aujourd'hui, ils ont pris la fuite.
Et vous le disiez, les profils de ceux qu'on a pu, dans de précédents cas, rattraper dans ce genre d'affaires, ce sont plutôt des jeunes. Des profils assez jeunes, mais rien ne dit qu'ils ne soient pas pilotés par quelqu'un de plus âgé et de plus expérimenté. Mais en tout cas, c'est des groupuscules, des groupes qui se déploient sur plusieurs actions. Mais je ne sais pas pour l'instant si ça relie les précédentes. Alors justement, c'est un sujet qui n'est pas si éloigné. On voulait parler du phénomène d'enlèvement aussi dans le secteur de la crypto-monnaie. On a appris donc qu'un franco-marocain de 24 ans avait été arrêté au Maroc. Il est soupçonné, Boris Karlamov, d'être celui qui a donc commandité cette série d'enlèvements violents. On a tous été frappés, et peut-être qu'on peut revoir les images d'ailleurs, par cette tentative d'enlèvement. Là, il n'avait pas réussi, en plein cœur de Paris, en pleine journée, dans le 11e arrondissement. Cette famille prise pour cible, c'était la fille, en l'occurrence, d'un patron de la crypto-monnaie qui avait été visée. Tentative d'enlèvement en plein cœur de Paris. C'est son mari qui était venu à sa rescousse en s'allongeant sur elle pour éviter qu'il ne puisse l'embarquer. Leur bébé était présent, leur enfant était présent. Ça nous avait tous marqués. Le commanditaire a donc potentiellement été retrouvé. Le commanditaire présumé, Badis Mohamed Bajou, un franco-marocain âgé de 24 ans qui a donc été interpellé dans le nord du Maroc ce mardi à proximité de la ville de Tanger. Il est donc soupçonné d'être le commanditaire d'une série d'enlèvements ou de tentatives d'enlèvement dans le milieu de la crypto-monnaie chez nous en France. C'est un homme qui faisait l'objet d'une notice rouge de la part d'Interpol, notamment pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otages pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition commis en bande organisée. C'est un individu qui avait déjà été condamné par le passé. Il avait pris la fuite au Maroc. Il était recherché dans le cadre d'une information judiciaire ouverte le 5 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles, notamment pour extorsion en bande organisée et complicité par instigation d'arrestation, séquestration sans libération volontaire. Il faisait également l'objet d'un mandat d'arrêt émis donc par un juge d'instruction versaillais. Il est soupçonné donc d'être lié à plusieurs affaires. Vous en avez évoqué quelques-unes, Julie. Il y a notamment l'affaire de David Ballan. On en a largement parlé sur l'antenne de BFM TV. Ce cofondateur d'une entreprise de crypto-monnaie qui avait été enlevé en compagnie de sa compagne. C'était en janvier dernier dans le département du Cher, puis libéré justement par le GIGN. Il avait été retrouvé en vie mais blessé dans un pavillon avec un doigt sectionné. Il y avait une autre affaire, cette fois-ci le 1er mai dernier dans le 14e arrondissement. Le père d'un homme ayant fait fortune dans la crypto-monnaie basée à Malte. Ce dernier avait également eu le doigt sectionné au cours de sa séquestration. Il avait été retrouvé en vie, blessé dans un pavillon, cette fois-ci à Palaiseau. Et plus récemment, vous l'avez évoqué, le 13 mai dernier, cette tentative d'enlèvement en pleine rue à Paris de la fille et du gendre d'un chef d'entreprise en crypto-monnaie. Sur les profils, Christian Proutot, de ceux qui agissent derrière, est-ce que ça ne démontre pas non plus aussi une forme d'amateurisme quand même? Finalement, ils sont traçables. On a été capable donc de remonter jusqu'à la piste du possible commanditaire. Alors, ils sont traçables, mais il ne faut pas mésestimer non plus l'efficacité des enquêtes, parce que ils prennent malgré tout des précautions. Les téléphones portables sont souvent des prépayés, donc c'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Et les gendarmes ont fait un super boulot sur ce dossier. Absolument. C'est pas simplement des pieds nickelés. Les pieds nickelés, c'est ce qui est en bout de chaîne. Ce sont ceux qui font le sale boulot, pendant que les autres leur donnent un peu d'argent, parce qu'ils ne sont pas payés des fortunes pour faire ce sale travail, avec en plus la violence que vous évoquiez, ou quand même couper un doigt. Je ne sais pas si vous mesurez... Si, je pense que vous mesurez... Oui, je mesure à peu près la violence et la douleur que ça doit mais surtout, ce qu'il faut avoir dans la tête, c'est-à-dire pas grand-chose, pour tout d'un coup pousser, aller jusqu'au bout d'une agression, jusqu'à mutiler... Quelqu'un qui tiré avec une arme, ça peut être un acte réflexe, ça peut être quelque chose de désordonné, mais aller couper un doigt de quelqu'un qui se laisse pas faire, qui hurle, je ne sais pas si vous comprenez jusqu'où va ce type de personnes. Jusqu'où ils sont capables d'aller. Voilà, complètement désinhibés, capables d'aller jusqu'au bout. Et en même temps, laissant des traces partout, et capables d'être arrêtés. Merci beaucoup. Le suspect donc, est un franco-marocain de 24 ans arrêté au Maroc, soupçonné donc d'être le commanditaire de ces enlèvements liés aux crypto-monnaies. Merci à tous.